discutais avec Charles Dalloz, heu, qui, hem, qui m'a fait une petite remarque marrante. Il m'a dit: «On peut déjà pronostiquer que tu seras le dernier, à utiliser ce cube en 2036». Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Face au Cube. Le but de l'émission est simple, aller à la rencontre de cubeurs, comprendre leur parcours, leur manière de penser et ce qui les a amenés à leur niveau aujourd'hui. Que ce soit leur progression ou leurs doutes, l'idée c'est vraiment d'aller au-delà des performances. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, je pense qu'on peut le dire, un grand nom du cube français. Et je ne me mouille pas si je dis que quasiment tous les cubeurs ont déjà regardé une de ses vidéos. Il a sorti sa première vidéo il y a 13 ans. Yang Weng n'était pas encore né. Il a fini troisième à l'OH pendant les CDF 2026. Victor Collin est avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va, ça fait plaisir, hein. C'est un format qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu m'as préparé. Et ben en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Et je te le dis sincèrement, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter plus en détail pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, alors j'ai commencé le speedcubing en 2012. Donc effectivement, par rapport à Julien, par exemple, que tu as interviewé juste avant moi, pas le même profil. J'ai commencé en 2012, j'ai fait ma première compétition en 2013. Assez rapidement, il y a eu, une épreuve dans laquelle je me suis un petit peu démarqué, on va dire, c'est le 3x3 à une main, le OH. Donc j'ai vraiment insisté là-dedans et j'ai, rapidement été, dans le haut niveau français dans cette épreuve-là. Donc ça m'a vraiment motivé à continuer. Ensuite, j'ai créé une chaîne YouTube. Je me suis dit à la base: «Ça va peut-être aider deux trois personnes». Bon, on connaît le résultat, plus de 10 ans après, j'en reviens toujours pas. Mais voilà, pour dans les grandes lignes, voilà, voilà. Bah, très belle présentation en tout cas. Et c'est vrai que tu as aidé beaucoup de gens. Et j'espère que tu es prêt. On est parti pour la première question. Ouais. Est-ce que tu te souviens du moment exact où tu as découvert donc, le Rubik's Cube et qu'est-ce qui t'a fait accrocher à ce petit objet carré? Alors oui, je me souviens du moment exact. C'était pendant les grandes vacances entre, ma troisième et ma seconde. Juste un moment où je m'ennuyais, j'avais rien à faire. Chose qui n'arrive plus depuis que je fais du speedcubing. Mais, j'ai trouvé un cube, dans un tiroir. Je pense qu'on en a tous un qui traîne quelque part, ou on connaît quelqu'un qui en a un qui traîne quelque part. Donc, je l'ai pris et je me suis dit: «Tiens, ça serait marrant d'apprendre à le faire». Donc j'ai été voir sur internet, j'ai trouvé un tuto où j'ai réussi, je pense en 2-3 heures à aller au bout. Heu et ensuite, le cube, en fait, il traînait un peu sur le bureau, de temps en temps, je le prenais, je le résolvais un coup. Je suis tombé sur quelques vidéos, notamment, d'un cubeur, qui était un top mondial en OH à l'époque, qu'il a fait en moins de 10 secondes. Là, j'étais complètement choqué. C'est là que j'ai réalisé, en fait, que c'était possible de le faire beaucoup plus vite et cetera. Et donc je me suis un peu renseigné. J'ai vu qu'il existait d'autres cubes qui tournent mieux, d'autres méthodes qui permettent d'aller plus vite. Et puis ensuite, voilà, de fil en aiguille, il y a eu quand même une petite période de plusieurs mois où le cube traînait sur le bureau. Je le prenais une fois, je le résolvais une fois, je le reposais, je passais à autre chose. Mais quand j'ai vraiment compris qu'il y avait d'autres cubes, d'autres méthodes et cetera, là, par contre, c'est allé assez vite et effectivement, je me suis mis vraiment à fond. Ok, et bah pour rebondir sur ça, quel a été le déclic qui t'a fait passer donc d'une curiosité à une vraie discipline? Ouais, bah, du coup, effectivement, je pense que j'ai relativement répondu. Après le déclic, peut-être qu'en plus de tout ce que j'ai dit, c'est le moment où j'ai compris qu'il y avait des Hmm, compétitions. ok. Ça match un petit peu aussi avec la vidéo que j'ai vue d'un cubeur, qui faisait le cube, en moins de 10 secondes à une main. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que, ce cubeur-là, je me souviens de son nom, il s'appelle Gabriel. Je crois que c'est Deschichi Babar ou un truc comme ça et en fait, aujourd'hui, je l'ai dépassé de peu, je crois, de très, très peu, mais je l'ai dépassé. Mais, du coup, oui, quand j'ai découvert qu'il y avait des compétitions, je me suis dit: «OK, bah, pourquoi pas tenter le coup?» Et en fait, en compétition, j'ai découvert à l'époque une ambiance, incroyable. Enfin, les compétitions il y a 13 ans, c'était pas comme aujourd'hui, en fait. C'était un beaucoup plus convivial, il y avait beaucoup moins de monde et ouais, en fait, du coup, bah, on se fait des amis qu'on retrouve à la compétition d'après, qui viennent un peu des 4 coins de la France, même d'autres pays aussi et je pense que le déclic, c'est peut-être ça, ouais. Et si tu repenses à tes débuts justement, qu'est-ce que tu faisais complètement mal, mais tu penses que tout le monde est passé par là? Là, je vais peut-être répondre la même chose que Julien.
parce que de mémoire, il a parlé de la manière de placer ses mains pour ne pas faire de regrip. C'est vrai que plus j'ai, progressé, plus j'ai compris l'importance, de ne pas faire de regrip et donc de toujours avoir une position avec les pouces devant, les doigts derrière, et d'adapter ensuite les mouvements, de choisir telle séquence plutôt que telle séquence parce que ça passera mieux avec cette prise en main du cube et cetera et cetera. Je vais peut-être dire ça, ouais. Ou sinon il y a une autre réponse, c'est simplement ma manière de tourner à une main. C'est la fameuse manière de tourner avec l'annulaire plutôt que l'auriculaire, ce qui m'a coûté des douleurs à l'annulaire par la suite parce que l'auriculaire, il est censé rester tendu alors que moi mon annulaire se tend et se détend plusieurs fois par seconde avec mon style et du coup, ben, comme tout le monde m'a dit, à ma première compétition: «Tu as vraiment un truc à creuser dans le OH donc vas-y à fond». Les gens m'ont dit ça et ils m'ont dit que mon style était un peu bizarre et qu'il fallait que j'utilise l'auriculaire. Chose que j'ai jamais vraiment réussi à faire. Mais en tout cas, par la suite, j'ai prouvé que c'était possible, de devenir relativement bon, avec l'annulaire, quoi. Donc finalement, ça n'a pas eu des conséquences, importantes. Mais tu dois être un des seuls, je pense, au top niveau. Ouais. De mémoire, quand j'étais, top 100 mondial, j'y suis resté quelques années dans le top 100 mondial. Et notamment 23e mondial après mon single en 2016. Je crois qu'on n'était que 2. Il y avait moi et Ro Esler, qui est aussi un cubeur, très connu, et qui fait ça aussi. Tu es connu pour ne pas aimer beaucoup de cubes, et très difficile. Et donc, quel a été ton premier main? Le premier main. Alors, quand j'ai commencé, il y avait que 2 cubes, hein, potentiellement. Là, aujourd'hui, on est habitué à avoir le choix entre, énormément de cubes qu'on peut setup d'énormément de manières. Mais effectivement, il y a 13 ans, il y avait globalement que 2 cubes. Soit vous preniez le Gyong V2, soit vous preniez le Zanchi. Et en fait, ce qui est un peu ironique, c'est que, déjà à l'époque, bah, j'avais, des goûts, un peu bizarres, quoi, parce que finalement j'étais déjà dans la minorité, on va dire. Je pense qu'il y avait 90 des gens qui étaient sur le Zanchi, y compris la superstar à l'époque, hein, Félix. Et moi, j'étais sur le Gyong V2. Mais c'est vraiment, j'avais de très, très bonnes sensations avec et très franchement, je pense que si on me donne un bon Gyong V2 bien lubrifié aujourd'hui, je suis pas très loin de mes temps actuels, quoi. Du coup, maintenant, j'ai réussi à changer. Ouais, j'ai vu. Ça fait 1 an, enfin, j'ai envie de dire, parce que je pensais vraiment que j'arriverais jamais à utiliser un cube magnétique. Donc j'ai enfin réussi à changer. Maintenant, je suis sur RS3 MV5 en version, tout ce qu'on peut imaginer là, hein, maglev, ball-core, UV. Et effectivement, ben, je discutais avec Charles Dalloz, qui m'a fait une petite remarque marrante. Il m'a dit, «On peut déjà pronostiquer que tu seras le dernier, à utiliser ce cube en 2036». Effectivement, j'ai tellement de mal à trouver des cubes qui me plaisent que quand j'en ai un, il dure 3 ans, Hmm. même plus, des fois. Après, ce cube-là, il y Bon, a tellement de personnes qui l'aiment que peut-être tu seras pas le seul. ouais, ouais, non, c'est sûr, mais en tout cas, ça fait plaisir parce que vraiment, je t'assure, hein, tu me mets un GAN dans les mains, n'importe quel GAN, tu me mets un Tornado, tu me mets d'autres cubes, Moyu. Hem, Vraiment, c'est catastrophique, quoi. Mes temps, c'est pas du tout les meilleurs temps que je suis capable de faire, quoi. En tout cas, moi, je l'ai, je le main aussi, et c'est vrai que j'arrive pas à m'en séparer. Le feeling. Ouais, ouais. En 2016, au Nancy Open, tu deviens le premier Français à devenir sub 10 à l'OH. Et au World 2019, tu fais un NR single au Cube de 1,26. Comment t'as vécu ça sur le moment, et maintenant, avec le recul, qu'est-ce que t'en penses après plusieurs années? Ouais, alors déjà, tu me parles de ma plus grande, satisfaction, en compétition, mais en tout cas, c'est dans le top 5. Ouais, peut-être plus grande, j'abuse peut-être un peu, mais c'est dans le top 5. Et à côté du plus gros troll de l'histoire avec ce LR Cube. Bah, du coup, effectivement, en 2016, j'étais vraiment, au top de mon niveau, en fait, hein, 2016. Ensuite 2017, il y a eu, vraiment Juliette qui a commencé à arriver et cetera. Je pense que j'étais un peu moins sur le devant de la scène, même si j'ai réussi à gagner les CDF. Donc 2016, cette résolution complètement dingue, franchement, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. C'était vraiment le moment phare de l'année et c'est ça qui m'a classé 23e mondial et pour être très honnête,
quand les gens me demandent quel est le meilleur classement que j'ai eu officiellement, je dis 23e, alors que c'est faux. Parce que le meilleur classement que j'ai eu officiellement, c'est mon single de Scube. J'ai été 13e mondial avec ce truc-là. Mais bon, le single de Scube, alors pour ceux qui n'ont pas la ref, pour essayer de faire en quelques secondes, rapide, au Scube, il y a une règle qui fait que les mélanges officiels ne peuvent pas être résolus en moins de 7 mouvements. Le logiciel qui génère les mélanges ne peut pas donner de mélange résolvable en moins de 7 mouvements. Donc le minimum, c'est 7. Et donc il se trouve qu'il y a un mélange très particulier qui est simplement une PLLU. Sauf que la PLLU, comme c'est 8 mouvements, bah, c'est une des possibilités. Et en fait, je crois que dans l'histoire de la WCA, c'est arrivé que 2 fois, qu'il y ait une PLU en compétition. C'est arrivé donc au championnat du monde 2019, à Melbourne, et c'est arrivé depuis une fois en Espagne. Mais vraiment le hasard fait que j'y étais aux mondiaux 2019. J'étais dans le bon groupe, j'ai eu ce mélange et donc j'ai fait un record de France qui n'a aucun sens et qui ne représente absolument pas mon niveau. À une époque où en France, il y avait, Léo Bailly, il y avait Maxence Baudry, il y avait Anthony Lafourcade. On était un des pays, peut-être même le deuxième pays le plus solide au monde derrière la Pologne, et moi, je viens claquer un record de France de plus d'une demi-seconde, enfin, ouais, de quasiment une demi-seconde. Vraiment, ça n'avait aucun sens, quoi. Ouais, en tout cas, ça, je pense que ça devait être bien. Tu devais pas t'y attendre sur le coup, ça devait être bien drôle. Bah, en fait, je m'y attendais heureusement que je m'y attendais pas, et heureusement que je pensais que c'était pas possible parce que sinon j'aurais pas réussi à le faire. En fait, quand le juge retire le cash, hem, je vois la PLU et le truc, c'est que je suis un des premiers à passer. Donc j'ai pas pu voir autour de moi tout le monde à faire des super temps. Je suis vraiment un des premiers de mon groupe à passer, et là, je me dis pas: «C'est un vrai mélange», en fait. Je me dis: «Il y a un mélangeur qui a fait une PLU, qui a envoyé le cube sans faire exprès», et je me retrouve avec ça. Donc bon, je le fais quand même, tu vois? Mais j'ai aucune pression parce que il y a aucun monde où c'est un vrai mélange, ce truc-là. Donc je fais ma PLU, je fais 1,26, et là, dans ma tête, je pense vraiment que c'est un miss, et en fait, j'entends à côté, j'entends plein de gamins, qui disent, «Oh, I think I got a miss crumble». Et là, je comprends qu'effectivement, si on est 15 à penser qu'on a eu un miss, bah, c'est peut-être pas un miss, et enfin, c'est tellement fou, je pouvais tellement pas prétendre à un record de France que je savais pas ce que c'était le record de France. C'est en zone d'attente que je vais regarder sur WCA, je vois que c'était 1,64 par Noé Bourdon. Moi, j'ai fait 1,26, quoi, et ce record, il a tenu, ouais, il a tenu, tellement longtemps, au moins 3 ans avant qu'Anthony, réussisse à le battre. C'est fou. Mm. Franchement, ça devait être fou. Et en restant dans le même thème, ton meilleur et ton pire souvenir dans le cube. Est-ce que je peux reformuler en top 5 de mes meilleurs? Si tu veux. Hem, Parce que là, le meilleur, ça va être dur, hein. Alors, en vrai, mes 2 titres de champion de France, c'est-à-dire le premier en 2014, c'était ma troisième compétition. Non, ma quatrième. Attends, il y a eu, bah, Bussière, Salzbourg, Reims, et ouais, c'était ma quatrième. Donc, quand à ta 4e compétition, tu sais que tu as aucune concurrence et que tu vas être champion de France, franchement, c'est exceptionnel, quoi, et c'est un peu ce qui s'est passé en 2014. Ensuite, 2017, une des plus grandes satisfactions, c'est d'avoir été champion de France à nouveau, alors que cette fois-ci, j'avais de la concurrence, Juliette, évidemment, et ça s'est joué à quelques dixièmes. En termes de plus grande satisfaction, franchement, il y a un moment, ça paye pas de mine, mais moi, je le mets vraiment dans le top, c'est, la Nations Cup. Je sais pas si tu vois ce que c'est la Si, Nations si, je Cup? vois, je vois. Ouais, la Nations Cup au championnat du monde 2017 à Paris. Parce que j'étais dans l'équipe, France 2, c'est-à-dire dans la deuxième meilleure équipe française avec Abdelhak et Valentin. Hem Et en fait, on a affronté, il me semble que c'était la Finlande ou la Norvège ou la Suède, un des 3, au premier tour, donc ça devait être 16e de finale, et c'était super chaud, et en fait, on savait que si on gagnait ce truc-là, et ben, on affrontait l'Australie au tour suivant, et on a gagné de peu. Ça, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de ma vie parce qu'en plus, c'était à domicile, il y avait, plein de Français dans le public pour nous soutenir. Donc on gagne ce match, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de ma vie, et derrière, on affronte l'Australie. Donc effectivement, j'ai affronté Félix Zemdegs, la légende ultime, du speedcubing.
sur la Nations Cup en 2017 et ensuite, bah, dans les plus grandes satisfactions, il y a mes 2 qualifications en finale des championnats d'Europe, donc 2016 et 2018. Hem, Évidemment ma troisième place cette année en CDF 2026, ça arrive très, très haut et tout ce que j'ai réussi à construire avec mes élèves sur l'inter-Rubik, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus Oui, tard, tout mais à fait. le, c'est clairement une de mes plus grandes satisfactions sans aucun problème, hein, Ok. voilà. Je pense que c'est pas mal comme bon Ouais souvenir. et du coup, mauvais souvenir, hem, j'ai dit que les championnats de France 2014, c'était ma quatrième compétition. Mhm. Ma cinquième, quelques mois plus tard, c'était les championnats d'Europe. En 2014 et en fait, avec le niveau que j'avais réussi à obtenir, assez rapidement, j'étais vraiment objectivement capable de me qualifier en finale et il me semble qu'il devait y avoir, 16 places en finale. Il fallait faire top 16 et en demi-finale, je fais 17e à 9 centièmes de seconde. Aïe, 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 aïe. Donc quand vous êtes, encore jeune, hein, j'étais tout jeune, hein, que vous avez fait une progression aussi, rapide que vous arrivez en finale au championnat d'Europe, que, du coup, vous avez réussi à convaincre vos parents d'aller au Danemark, en vacances en été pour ça et cetera. Demi-finale, il suffisait que j'assure des temps corrects, hem et j'ai implosé sous la pression. Donc, vraiment, si vous maîtrisez pas la pression, pas de souci, c'est vraiment normal au début, c'est tellement compliqué la pression des compétitions. Donc ouais, j'ai vraiment implosé, je fais 18 de moyenne alors que je tournais déjà à 16, vraiment facilement. Heu, je finis à 9 centièmes de me qualifier, j'étais au bout de ma vie, quoi. C'était horrible d'aller au Danemark pour ça, de se retrouver parmi les très grands noms du speedcubing, de rater la qualif en finale pour ça. Donc voilà et puis, la deuxième plus grande déception, très clairement, hein, c'est rebelote en 2017, aux championnats du monde. Là, je savais que j'avais le niveau de me qualifier en finale. En plus, c'était à domicile, c'était à Paris. J'en rêvais, quoi. C'est vraiment les 2 moments où j'ai vraiment été dans le mal, après une performance, officielle, c'est-à-dire la demi-finale des Euros 2014 et la demi-finale des Mondiaux 2017. Après, il y a eu, les Euros où j'ai réussi à me qualifier en finale, donc ça a compensé évidemment, mais là, ces 2 moments-là, c'était vraiment dur. Bah, de toute façon, il faut des défaites pour l'expérience et s'améliorer de toute façon. C'est sûr. Alors, on va passer à la deuxième partie. Donc, ça va être plus ta vision de la scène du cube en ce moment, donc que ce soit française ou internationale. Donc, comment tu perçois l'évolution du niveau en France ces dernières années? Alors c'est un peu, particulier parce qu'en fait, l'an dernier, il y a pas eu beaucoup de niveaux au championnat de France, alors que l'année d'avant, il y en avait beaucoup plus. Cette année, il y a eu beaucoup plus de niveaux aussi. Donc c'est un peu en dents de scie et ça dépend beaucoup de qui participe. Hem, Par exemple, on a John Backwell qu'on n'a plus revu après son podium au championnat de France 2024. Pierre Meunier, on ne sait pas s'il va revenir un jour. Je ne suis pas du tout en contact avec lui. Donc, dans le top niveau français, en fait, il y a un peu une incertitude là-dessus. Mais comment je perçois l'évolution du niveau? Aujourd'hui, clairement, il y a 2 personnes qui sont meilleures que toutes les autres en France, c'est Juliette et Mathis. Mathis, il faut encore qu'il arrive à stabiliser ses temps officiels, mais il y a pas photo, il est clairement meilleur que les autres. Et en fait, du coup, comment je perçois le niveau? Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont capables de faire des moyennes subsets. Et donc le podium des championnats de France, effectivement, assez logiquement, cette année, il a été tout juste non, il n'a pas été tout juste subset, c'était petit 7, je crois. Mais, c'est petit 7 ou tout juste subset. Donc maintenant, effectivement, pour pouvoir prétendre au podium des CDF, il faut faire au moins petit 7 et je pense que pour se qualifier en finale, faudra faire du 7 à partir de l'an prochain. Donc, globalement, il y a une tête de classement qui tourne à petit 7 et puis ensuite, on est vraiment très, très nombreux à avoir à peu près le même niveau, en fait, à être juste derrière en stand-by et bon, j'espère me décrocher un petit peu de ce groupe-là, dans les prochains mois. Mais voilà, c'est assez intéressant à suivre du coup, hein, parce qu'il y a toujours un petit peu cet enjeu-là, d'un championnat de France à l'autre, de voir qui va se détacher un peu de ce groupe de personnes qui sont capables de faire de manière assez constante sub 8. Voilà, voilà.
Non, non, bah, c'est vrai que c'est un peu l'attente qu'on a tous les ans, savoir qui va être sur le podium. Bon, Ouais. forcément, souvent à l'OH et au 3-3, on sait que Juliette, elle est au-dessus, mais et c'est vrai que le 2 et 3, c'est toujours un peu la question. Est-ce que tu penses qu'avec les progrès actuels, on s'approche à la limite humaine dans le 3-3? Non. Je, il y a ça, c'est un grand débat ça, la limite humaine. Je pense qu'on en est encore très, très loin. Je pense qu'on en est encore très, très loin. Après pour l'atteindre, vraiment, il faudra qu'il y ait le bon compétiteur qui tombe sur le bon mélange, le bon voilà, la bonne journée, hein, le jour où il est bien en forme. Mais je pense que les limites humaines, on en est encore assez loin. Après c'est vrai que Chouanier, il y a juste pas photo en fait. C'est surhumain, littéralement. Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc celui qui s'en rapproche le plus, c'est clairement Chouanier. En termes de TPS, ce serait Yiheng, mais bon, clairement, aujourd'hui, Chouanier, je pense qu'il a vraiment dépassé Yiheng en termes de niveau. Hem, donc je pense qu'effectivement le single, même si là on vient de voir un 2.7, je pense qu'il va continuer à descendre. Je sais pas quand, mais je vois bien une limite humaine en dessous des 2 secondes personnellement. Parce que voilà, le jour où, Chouanier arrive à faire, enfin Chouanier ou quelqu'un d'autre qui serait éventuellement encore meilleur plus tard, hein. Le jour où Chouanier arrive à prévoir, tous les F-duels pendant l'inspection, d'une manière hyper optimisée et qu'il a, Free-Ruf, Skip ou, Sun Skip, pour moi, en fait, ça fait vraiment 1.9 quoi et c'est flippant de dire ça en vrai. C'est vrai que c'est C'est flippant, flippant, mais sachant qu'il y a plusieurs années, on se disait déjà, est-ce que 5 secondes, 4 secondes? ouais, c'est ça. J'ai ce qui est marrant, c'est que j'ai re-regardé récemment, je sais pas pourquoi YouTube m'a reproposé ça, une vidéo, de la chaîne de Andrea et Valentin. Ils sont plus trop sur, Ouais, ils sont plus trop. Mais ils ils étaient sont plus beaucoup là trop où il y a à l'enchaîne, pour ceux qui connaissent. ouais, c'est ça, qui sont plus trop actifs aujourd'hui, mais effectivement, pour ceux qui étaient là il y a 10 ans, c'était, bah, globalement, sur YouTube, il y avait moi, il y avait Clément Cherblanc, il y avait André et Valentin, il y en avait 2 3 autres, mais on avait relativement vite fait le tour. Je pense à Cubes Brothers, je pense à Guillaume54, bon bref. Mais du coup, effectivement, j'ai revu une vidéo d'Andrea et Valentin qui parle un petit peu des limites humaines et en fait, c'est marrant de revoir ça aujourd'hui parce que ce qu'il explique, c'est complètement sensé, en fait, c'est vraiment sourcé, c'est vraiment basé sur des calculs, et cetera, et sur des constats. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on a pulvérisé tout ce que lui pensait être les limites Hmm. humaines il y a 10 ans. C'est vrai que l'évolution, c'est fou, hein. Je pense que même dans 10 ans, quand on regardera les Heu, scores de maintenant, on se dira, c'était loin. Et oui, oui, les André Aventin, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez pas beaucoup. Moi, je me souviens d'une chaîne aussi sur laquelle je suis tombé il y a pas longtemps, je pense que tu connais, c'est Dathan et Pépito. ah bien sûr, bah oui, bah évidemment. Yann Droit, le Nathan, c'est Yann, bon, c'est, pour l'anecdote, c'est lui qui était organisateur lors de ma première compétition. Bussière Open 2013. Donc effectivement, Yann, bon, c'était un ami à l'époque, hein, là, il est plus du tout là, mais et Nathan et Pépito, j'ai aussi appris, les F2L sur leur chaîne, enfin le début des F2L, parce qu'ils avaient aussi une chaîne qui s'appelait Éclate ton cube Ah oui, j'en souviens. et de mémoire, j'avais appris à faire les premiers F2L comme ça et c'était juste les F2L quand le blanc est sur le haut, sur l'étage du haut, et ensuite effectivement avec la vidéo de Guillaume54, donc de Quentin Delorme. J'avais compris qu'il fallait pas apprendre les F2L, mais plutôt comprendre et après bon, j'ai progressé à partir de là. Mais effectivement, Nathan et Pépito, la base. C'est vrai, c'est vrai. Qui sont tes inspirations donc dans le cube au niveau français et international? Bah, en vrai, international, le seul enfin, le seul qui me donne envie de suivre les résolutions et de m'intéresser aux reconstructions, quasiment systématiquement, c'est Chouanier. Parce qu'en fait, je vais encore le répéter, mais le niveau qu'il a atteint, c'est surhumain. C'est juste absolument aberrant. Il y a juste à regarder deux trois reconstructions de ces résolutions pour s'en rendre compte, c'est complètement fou. Après, pendant très longtemps, bah, l'inspiration, ça a toujours été Félix, hein. Voilà, demandez à n'importe qui était dans la communauté il y a 10 ans, il vous dira que le GOAT absolu, c'est Félix Zemdegs et ça le restera pour toujours, peu importe qui viendra faire n'importe quelle perf. Hem
Et puis après en France, bah, après voilà, moi j'ai toujours été, à fond dans le 3-3 et dans le OH. Donc la réponse elle est plutôt «facile» entre guillemets, hein. La réponse qu'on a à laquelle on pense tout de suite, c'est Juliette. Je sais pas si on peut dire que Juliette a été une inspiration, pas dans le sens où en fait, bah, j'étais champion de France en 2014, elle est arrivée en 2015. Je me souviens au championnat de France à Grenoble en 2015, je me suis fait la première réflexion sur Juliette. Il me semble qu'elle a fait une moyenne sous les 20 secondes et on s'est tous dit: «Mais c'est qui? C'est qui ça?» Comment ça 20 parce que sous les 20 secondes à l'époque c'était solide, hein. Comment ça une gamine qui arrive et qui fait moins de 20 secondes à une main? Donc c'était ma première remarque réflexion sur Juliette. Après 2016-2017, elle a progressé très vite. Il y a eu ce fameux duel, mythique entre elle et moi en finale des CDF 2017 et ensuite elle s'est démarquée et elle a progressé et je pense que depuis ce jour-là, depuis 2017-2018, on peut probablement dire que c'est une inspiration, dans le sens où ça me pousse à progresser encore. Mais mais voilà, à la base, ça part quand même d'une rivalité entre nous, quoi. C'est beau, c'est beau. On va passer à la troisième partie. Donc Ouais. ça va être là, on va parler un peu plus d'OH. Donc quand tu as commencé le cube, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'a plu dans l'OH? Le fait que j'y arrive. Littéralement, mais vraiment littéralement le fait que j'y arrive. Ça aurait pu être n'importe quel autre, event, où j'aurais, ben, voilà, réussi à bien performer rapidement. Je pense que je serais parti sur ça, en fait. Hem, à ma première compétition, donc Bussière Open 2013, une toute petite compète, autour de Lyon, je crois. Ouais, c'était autour de Lyon. J'ai participé à tout, mais vraiment tout, même le multi-blind, parce que j'avais déjà appris à faire le blind. Donc j'ai vraiment participé à tout et en fait, j'ai été vraiment frustré parce que j'arrivais pas à me qualifier en finale. Je voulais me qualifier dans une finale, peu importe l'event, je voulais faire une finale. De mémoire, alors il faudrait que je vérifie, mais de mémoire, la demi-finale de OH, ça tombait juste avant les finales, donc juste avant les finales du dimanche après-midi. Et du coup, il a fallu que j'attende, la demi-finale de OH pour enfin réussir à me qualifier dans une finale. Tous les autres events, ah, j'avais pas réussi. Et comme j'ai réussi à me qualifier en finale, j'ai fini 6e sur 8 en finale de OH à ma première compétition. Ah voilà, j'ai voulu insister là-dedans. En fait, avec mes grands doigts, j'ai réussi à adopter justement ce style un peu particulier avec l'annulaire, heu, qui marchait bien et qui fait que j'ai un gros TPS. Facilement en fait, sans trop forcer à l'époque, j'avais vraiment un gros TPS par rapport à la moyenne des gens à cette époque-là et puis voilà quoi, c'est ça qui m'a boosté. À ma deuxième compétition, j'avais déjà le niveau, je pense, de gagner ou de faire, un podium, voire même, voilà, de devenir dans le top 5 français, en termes des moyennes et j'avais cassé mon cube la veille. Ça, c'est une anecdote qu'il y a pas grand monde qui a, j'en ai un petit peu parlé parfois. J'ai cassé mon cube la veille et du coup, j'ai cassé mon Gyong, V2 et donc je suis passé avec un Zenji et donc je fais 6e à ma deuxième compète et j'étais frustré parce qu'en fait, selon tout le monde, OK, bah, je fais 6e, c'est tout, quoi. Alors qu'en fait, j'avais déjà le niveau de gagner et du coup, il a fallu attendre ma troisième compétition, parce que bon, j'allais pas crier sur tous les toits: «Non, non, mais je vous assure, j'avais le niveau de gagner». Parce que je suis un random, en fait, je viens d'arriver, il m'aurait dit: «Mais ouais, ouais, tais-toi». Donc du coup, il a fallu attendre ma troisième compétition pour, pour que j'arrive en fait à gagner, haut la main. C'était Salzbourg en 2013, heu, non 2014, non 2013 je crois. Salzbourg 2013, où j'arrive à faire une moyenne sous les 20 secondes et du coup je passe numéro 2 français. Voilà, vice recordman de France et là ça a été vraiment le gros déclic, après j'ai plus rien lâché et puis je pensais pas quand même à ce moment-là, je pensais pas réussir à battre le record de France de Canetti qui était 16,25. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à le battre. Mais voilà, bah, à cette époque-là, je pensais pas faire 16-25 un jour. Aujourd'hui, je fais du 11. C'est Hmm. fou, quoi. Bah c'est vrai que c'est fou. Euh, Est-ce que tu auras un conseil à donner pour quelqu'un qui débute l'OH? Les finger tricks. La priorité absolue doit être de savoir tourner le cube.
Donc ça doit être absolument de savoir faire R avec l'auriculaire, j'insiste, hein, l'auriculaire, et R' en allant chercher le mouvement par l'avant, hein, sur l'avant du cube là, bon, il y a plein de vidéos sur lesquelles vous trouverez, des explications là-dessus. Tapez Finger Tricks OH sur YouTube. Il faut absolument réussir à faire ça, en fait. Si on sait pas faire les bons Finger Tricks en OH, on peut progresser, hein, on peut être bon. On pourra peut-être se qualifier dans une ou 2 finales en France, mais on pourra pas être très bon. Il faut des bons finger tricks. Moi, mes finger tricks ne sont pas les meilleurs, mais ils m'ont permis de faire des choses, je pense que d'autres personnes n'arrivent pas à faire quand même finalement. Donc ouais, les finger tricks. Et puis ensuite, une fois qu'on atteint déjà un bon niveau, ne pas sous-estimer les COLL, parce que les COLL et ensuite après les ZBLL en OH, c'est vraiment le cheat code absolu. Et bon, moi, je peux plus trop m'entraîner, j'ai une douleur à l'annulaire maintenant à cause de ce fameux style, un peu particulier là. Et si j'avais pas cette douleur, clairement, je serais en train d'apprendre des ZB en OH, quoi. Là, je sais que même si j'en apprends, je pourrais pas les pratiquer, je pourrais pas les masteriser, on va dire. Je le fais pas. Mais voilà, un petit conseil pour les débutants en OH et pour, ceux qui veulent vraiment devenir très bons. Et ben parfait. La dernière fois que tu avais fait un podium en OH en championnat de France, c'était en 2018. Tu avais fini deuxième avec un AVG de 12,92. Et puis plus rien jusqu'à cette année. Comment tu expliques cette résilience pour réussir à remonter au top niveau? Franchement, c'est irréel. C'est bon, j'ai fait 1 million de vidéos là-dessus sur ma chaîne, sur ces championnats de France 2026 où j'ai réussi à faire troisième sur un scénario, complètement fou en finale. Mais, en vrai, il y a sûrement plusieurs raisons. Après les mondiaux 2019, où je rate, ma qualification en finale et où je comprends vraiment que je ne pourrai plus me qualifier en finale de mondiaux, que le niveau monte un peu trop vite et que moi j'arrive pas à suivre. J'ai eu une période de flou, vraiment complet. Une période où je me suis dit: «Beh, en fait, faut que je passe à autre chose, quoi». Donc j'ai essayé de changer de méthode en OH, j'ai fait du ZZ. Pendant quelques mois, j'ai fait du ZZ. Ça m'a permis en fait, de retrouver le goût du OH que j'avais un peu perdu. Et ensuite effectivement, bon, j'ai fait du ZZ. Finalement, comme j'ai retrouvé le goût du OH 2-3 ans plus tard, je me suis dit donc globalement juste après le covid, je me suis dit, «Maintenant que j'ai retrouvé le goût du OH et que j'arrive à partir du principe que je ne suis plus le meilleur du tout, et bah, je peux refaire du OH en CIFOP et maintenant, bah, je me mets moins la pression parce que je sais que je peux plus vraiment prétendre à des trucs de fou». Donc maintenant effectivement, bah, j'ai réussi à changer un peu de mindset et à me dire: «OK, maintenant c'est plus pour le fun». Heu et le fait de me dire: «C'est plus pour le fun», bah, de j'ai on va dire que j'ai refait quelques bons temps. Quand je faisais des moins bons temps, c'était pas grave, voilà, tant pis. Et ensuite, je pense que j'ai, réussi à progresser d'un seul coup, il y a à peu près 1 an et demi, pour 2 raisons différentes. La première, c'est que je progresse au 3-3. Là, je mets l'accent sur le 3x3 maintenant et donc forcément, il y a des compétences qui sont transposables. Et la deuxième, c'est que j'ai enfin réussi à changer de cube et maintenant que je suis sur RS3M V5 et que c'est un cube qui me plaît, et ben, clairement, ça se ressent sur les chronos. Donc j'ai finalement eu cette période de doute, ensuite cette période qui m'a réconcilié un petit peu avec le OH après, des grosses déceptions et ensuite une période vraiment de progression pure et dure, alors même que je ne peux plus m'entraîner et donc aujourd'hui, effectivement, je suis vraiment de retour sur la scène compétitive en France pour, accrocher des gros podiums et c'est génial. Bon, en tout cas, je pense que tu devais être bien content cette année et tous les gens qui te connaissent devaient être contents aussi pour toi. Ouais, c'est fou. Donc C'était là, fou. on va parler un peu plus 3-3 du coup. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses qu'à ton niveau, enfin en tout cas au top niveau, les gains de performance viennent encore de la technique ou surtout de l'exécution? Les 2, en fait, selon moi, c'est quand même les 2. Après l'exécution, c'est un peu technique de parler d'exécution parce que moi j'ai 28 ans et ce qu'on constate chez la plupart des cubeurs, qui ont voilà, passé 25 ans, c'est que la dextérité, diminue un peu et en fait, je sais pas comment c'est possible, mais c'est pas mon cas. C'est-à-dire que il y a 2-3 ans, j'ai encore eu une période où j'ai tourné de plus en plus vite. Donc personne n'a compris comment c'est possible. J'ai souvent des discussions avec Valentin Hoffman là-dessus
hem et effectivement, je suis un peu une exception là-dessus. Donc j'arrive encore à développer de nouveaux finger tricks, de nouvelles manières de faire certaines choses. D'ailleurs, ça vient très souvent de trucs que je vois dans les résolutions de Yiheng ou Xuanyi, donc preuve que je peux encore progresser en m'inspirant des meilleurs. Mais ensuite, voilà, pour moi, clairement, à mon niveau, c'est-à-dire largement sub 8, l'idée, c'est d'apprendre les ZBLL, ensuite d'apprendre des ZBLS, ensuite de progresser encore sur la transition croix F2L, surtout que je suis, pas même pas opposite neutral, donc du coup, il faut absolument que mes croix soient vraiment, vraiment, très solides. Donc effectivement, ça vient surtout de la technique et un petit peu de la dextérité, on va dire. Mais après, voilà, quand vous prenez quelqu'un comme Joris, par exemple, qui vient d'arriver et qui fait déjà des temps de fou furieux, qui peut déjà prétendre à des podiums de CDF, là, je pense qu'en fait, il peut encore tout améliorer. Ça paraît fou, hein, parce qu'il a déjà un niveau de fou, mais il peut encore tout améliorer et je pense qu'il va encore tout améliorer. On espère. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour franchir encore un cap au 3-3? Le fait de ne pas être opposite neutral et de savoir que je le serai pas parce que je ferai pas cet effort-là et j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Juste, je n'y arrive pas, mon cerveau n'est pas fait pour ça. Bah, ça fait qu'il faut absolument que je progresse encore sur la croix et la transition croix F2L, même si c'est plus vraiment un de mes points faibles comme c'était à l'époque. Et puis ensuite, effectivement, me rapprocher le plus possible du style de Juliette, du style de Timon, du style de Chouany, c'est-à-dire orienter les arêtes à la fin des F2L et enchaîner sur une ZB bien exécutée. Selon moi, c'est vraiment le fait de me rapprocher de ce style-là, précisément, qui me permettra de progresser et c'est ce que j'essaie de faire. Bon, bah, on espère que tu vas franchir le cap et peut-être on sait, un podium en 3-3 l'année prochaine. Et c'est pas impossible. On espère. Quelles sont les méthodes que tu as apprises après les OLL et les PLL? Alors, effectivement, bon, je vais faire un petit peu de pub pour l'une de mes vidéos dans laquelle je parle de ça. C'est mon tutoriel sur les COLL. Parce que finalement, quand on se renseigne un peu après OLL-PLL, on se dit, en fait, il faut apprendre les COLL. Et en réalité, un peu plus subtil que ça, c'est pas aussi tranché. OLL-PLL, c'est la base. Et ensuite, il y a pas un set de formules qui vous fera progresser de manière aberrante. Et ça, il faut bien le comprendre. Et du coup, j'accorde tout un chapitre de l'une de mes vidéos à ça. C'est donc mon énorme tuto sur les COLL. J'explique qu'une fois qu'on connaît tout ça, on peut s'intéresser à quelques formules de multislotting pour les F2L. On peut s'intéresser à quelques formules pour forcer l'OLL skip, quelques formules de 1LLL, donc pour entre guillemets forcer la PLL skip, etc., etc. Après, je pense quand même que finalement, le seul set qu'il faut vraiment apprendre entièrement, c'est probablement les COLL, ne serait-ce que pour ensuite se tourner vers les ZB. Même si en France, on a cette opposition de style entre Juliette et Matisse, qui pourrait s'apparenter à l'opposition de style entre Yiheng et Chouanier. Heu, Aujourd'hui, le consensus est plutôt quand même du côté des ZBLL. Donc effectivement, apprendre les COLL, mais ne surtout pas apprendre trop de formules inutiles parce que finalement ça, le risque si on fait ça, c'est de passer beaucoup moins de temps sur l'amélioration des F2L. Or, l'amélioration des F2L, le fait de réussir à anticiper et cetera, ça doit vraiment être votre priorité absolue une fois que vous connaissez toutes les OLL et toutes les PLL. Faut pas oublier quand même que dans le top 10 mondial, il y a Max Park, ou alors il vient peut-être d'en sortir tout juste, je sais plus. Il y a quand même Max Park qui fait, rien de spécial en fait, hein. Il fait croix F2L, 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 OLL, PLL, sauf qu'il le fait très bien. Et ben, de toute façon, ta vidéo, je la mettrai en description pour ceux qui veulent et pour ceux qui veulent s'informer. Et puis, non, c'est vrai que bah, il y a plus beaucoup, moi, dans le top niveau, il y a plus beaucoup de monde qui ne font pas de ZB quand même, quand on regarde. C'est ça, il y a plus grand monde, ça prouve que c'est quand même relativement obligatoire. Mais le fait il y en ait encore, même s'ils sont pas nombreux, prouve que la base, ça restera toujours OLL-PLL et ça sera toujours possible de faire des super temps avec OLL-PLL. Ça, il faut vraiment pas se dire: «Je tourne à 12 secondes, qu'est-ce qui va me faire, faire 8? Bah, laisser OLL». Non, ça marche pas comme ça. Anticipation et puis l'exécution, hein. Ouais, c'est ça. Optimisation aussi surtout.
Optimisation, c'est vrai. On va passer à la partie donc YouTube contenu. Alors le 8 avril, tu as annoncé sur ta page Instagram que tu devenais délégué WCA. Est-ce que cette évolution te rend davantage vers un rôle dans l'organisation et la structuration du cubing ou est-ce que tu restes avant tout concentré sur la performance? Alors, je serai jamais, enfin, je ne délaisserai jamais le côté compétition, le côté, compétiteur. Voilà, j'ai un esprit compétiteur. Quand je peux performer, quand je peux accrocher un podium, bah, j'y vais à fond. Ça ne changera absolument pas. Maintenant, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, maintenant je m'inscris même plus au 2x2, au cube, au 4x4, ça m'intéresse plus. Et une des raisons pour, bah, qui font que je m'inscris plus dans ces events-là, c'est aussi, que, j'ai, accepté avec grand plaisir ce rôle de devenir délégué WCA. Et donc en compétition, bah, j'aurai aussi, beaucoup de temps à accorder, à mon rôle de délégué. Et voilà, ça fait plaisir et je pense que je vais réussir à à allier les 2, on va dire. J'espère, mais je pense que ça va le faire, j'espère ne pas devoir délaisser, le côté compétition. Et dans tous les cas, non, je ne délaisserai pas le côté compétition. Ce serait dommage. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer brièvement en quoi consiste pardon, ton rôle de délégué? Ouais. Bah, imaginez des compétitions qui ont lieu dans le monde entier. Imaginez une compétition en Argentine, une compétition au Japon et une compétition en France. S'il y a pas un règlement mondial, bah, chacun fait un peu ce qu'il veut et c'est impossible de faire un classement qui regroupe tout. Donc le rôle du délégué, c'est de faire appliquer, de faire respecter le règlement WCA en compétition pour qu'on puisse avoir un classement mondial qui ait du sens, pour que toutes les compétitions dans le monde entier se déroulent dans les mêmes, voilà, selon les mêmes standards. Et donc, en compétition, le délégué va avoir le rôle notamment de générer les mélanges, et ensuite de faire en sorte qu'ils soient appliqués pour que tout le monde ait les mêmes mélanges. Il va avoir le rôle voilà, de créer la compétition sur le site de la WCA, d'accompagner l'équipe d'organisation pour tout ce qui est orga, sur place, de vérifier que tout se passe bien, d'accompagner les nouveaux compétiteurs qui, forcément sont peut-être, un peu moins au fait sur, certains points du règlement précis. Voilà, de leur faire un petit tuto avant qu'ils passent. Heu, le délégué, bon, si vous parlez des délégués à n'importe quel débutant, il vous dira: «Ah oui, le délégué, c'est celui qui décide s'il y a plus 2 ou pas». Et effectivement, en compétition, on a un rôle qui finalement devient assez dominant. C'est s'il y a un doute sur un plus 2, bah, on est les seuls à pouvoir décider. Donc voilà, il y a plein de choses et évidemment là, je n'ai même pas encore délégué ma première compétition puisque l'annonce vient d'avoir lieu. Donc j'ai hâte en fait de déléguer ma première compétition. Ce sera, début juin, une petite compète que je co-organise aussi, Audun-le-Tiche, dans le nord-est de la France toujours. Donc j'ai hâte de découvrir ça parce que je pense qu'il y a encore plein de côtés que je ne connais pas et j'ai la chance dans le nord-est d'être très bien entouré puisque Valentin Hoffman est déjà délégué depuis longtemps et il m'accompagne là-dedans, quoi. Bon, bah, on espère que ça va bien se passer, que tu vas aimer ton rôle de délégué. Depuis le début de ta chaîne, on a eu le droit à toutes sortes de vidéos, mais quand est-ce qu'on aura le droit à un vlog de Victor Collin? Bah, pour être, honnête, je fais toujours partie du principe que pourquoi pas? Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Je pense que, il aurait peut-être fallu que je le fasse, dans les années précédentes. Parce que là, maintenant, avec tout ce que j'ai expliqué sur tout ce que je veux avoir le temps de faire en compète, juste, je pense que je le ferai pas, quoi. Je prendrai pas le temps de vraiment faire un vlog. Après, voilà, c'est des trucs, sympas que j'aime bien regarder, hein, de temps en temps. Je regarde des vlogs sur d'autres chaînes YouTube. J'aime bien, je mets ça en fond, voilà, ça fait plaisir. Après, voilà, je l'ai jamais fait, j'aurais pas d'explication particulière, mais j'aime bien, Bon, on espère voir un vlog. peut-être, mais On va passer à la dernière partie, donc tout ce que tu fais en dehors du cube et de tes vidéos. Donc en dehors du cube, tu es professeur de SVT. ouais. Est-ce que le cube t'a appris des choses que tu aurais utilisées dans ton métier ou l'inverse? Est-ce que le cube m'a appris des choses que je réutilise dans mon métier?
En vrai, oui, parce que, en parallèle de mon métier, du coup, j'ai lancé mon club au collège et donc, bah, il y a certains élèves que j'ai en cours, que je vois aussi dans le cadre du club et le fait de pouvoir vraiment être, entre guillemets, «en cours particulier» avec eux, heu, ça permet de développer un peu des liens un peu plus sociaux, en fait, hein, de développer un peu le relationnel avec certains élèves et ça, je me suis rendu compte que ça après, ça passe beaucoup mieux en cours, quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai bien remarqué et après, est-ce que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi? Donc est-ce que dans mon métier, j'ai développé des trucs qui me servent dans le cube? Peut-être un petit peu moins, mais bon, tout ce qui est pédagogie, hein, le fait de toujours devoir, réfléchir à reformuler, à s'adapter au public qu'on a en face de nous. Bon ça évidemment, ça c'est transposable. Donc, comme tu l'as évoqué, tu as ouvert un club de Rubik's du coup dans ton collège. Euh, Comment ça t'est venu enfin, comment l'idée t'est venue et comment ça s'est passé au début? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'élèves? Ah ça, il faut regarder ma première vidéo sur l'interrubique. Effectivement, alors comment ça m'est venu? Avec une collègue. Effectivement, là, je spoil un peu, hein, parce que c'est dans ma première vidéo sur l'interrubique, quand je raconte un petit peu notre aventure, sur l'interrubique 2023. Heu, donc avec une collègue, on s'est rendu compte qu'on avait cette passion commune, ce qui est quand même assez étonnant, hein, dans un tout petit collège où il y a pas beaucoup de profs. Et donc on a construit un club assez rapidement. On a réussi à motiver, énormément d'élèves. C'était presque ingérable au début tellement il y avait d'élèves. À créer un engouement absolument dingue, à les motiver pour ensuite, qu'on puisse participer à l'Interrubik, qui est le championnat de France scolaire. L'épreuve classique, je le rappelle pour ceux qui connaîtraient pas, mais c'est résoudre 50 cubes en équipe de 50 le plus vite possible. Donc c'est vraiment un truc de fou, vraiment un truc de fou et donc voilà, ça a créé un engouement. Je m'attendais à de l'engouement, mais pas à ce point. C'était vraiment dingue. Sache que je pense qu'on est beaucoup on aurait aimé avoir un petit club comme ça dans notre collège. Ouais, Du coup, bah, tu as évoqué l'Interrubic plusieurs fois, donc tu as participé aux éditions 2023-2024. Euh, Ça a plu à beaucoup de personnes sur ta chaîne, mais du coup, on attend toujours la vidéo, la fameuse vidéo, donc de la nouvelle édition de l'Interrubic. Est-ce que tu peux un peu nous teaser quand est-ce que ça sort? ouais. Alors déjà, la raison pour laquelle c'est pas sorti, cette année scolaire, elle est compliquée pour moi. C'est, au lycée. Je suis prof au lycée pour la première fois, donc je ne suis plus au collège de Hayange. Est-ce que ça veut dire fin de l'interrubrique? Pas exactement, vous allez voir, je vais en parler sur ma chaîne. Mais voilà, cette année, elle a été vraiment, vraiment difficile. J'ai eu énormément de travail, beaucoup de pression aussi. Donc finalement, j'ai procrastiné, j'ai repoussé la sortie de cette vidéo. Sauf que là, effectivement, ah l'objectif, c'est de la sortir dans les prochains jours. Heu, il y a certains passages de la vidéo qui sont d'ailleurs actuellement là, juste en face de moi, sur, le logiciel de montage sur mon PC. Donc voilà, ça va sortir et ça va être bien. Bon, franchement, moi j'ai hâte de voir ça. Et puis, petite dernière question, est-ce que en dehors du cube et donc de tes vidéos, est-ce que tu as d'autres passions? Oui, alors oui, j'ai plein d'autres passions. Alors, en termes de sport, je faisais du basket. Voilà, le sport que je préfère, c'est le basket. Bon, je mesure, 1,97 m, donc ça aide. Mais voilà. Après j'ai, arrêté le basket il y a 1 an, parce qu'effectivement, bah, j'ai enchaîné quelques blessures vraiment pas agréables, qui m'ont bien paralysé, pendant quelques semaines et qui m'ont empêché de faire plein de choses, voilà, donc c'était vraiment pénible. Donc je me suis un peu plus mis à la natation pour essayer de garder une activité sportive. Pas assez à mon goût, donc là, effectivement, après cette année scolaire, là, quand elle va se terminer, cette année scolaire qui a été un peu difficile, l'objectif, c'est de m'y mettre, encore plus sérieusement. Et puis après, en termes de hobby, je joue beaucoup aux échecs. Je pense que c'est le truc, là, actuellement, à l'heure où, on se parle, je pense que dans ma vie de tous les jours, c'est le truc qui me prend le plus de temps. Je joue vraiment beaucoup aux échecs et après il y a aussi certains alors je sais qu'avec Julien, vous aviez parlé de TCG. Il y a un TCG auquel je joue un petit peu, c'est Magic. Heu, Pour les anciens, ça. ouais, bah, c'est ça. J'ai joué quand j'étais tout petit et puis
J'ai redécouvert un peu le jeu récemment avec des amis et grâce à l'application Magic Arena aussi. Donc ouais, je joue un petit peu à ce jeu-là. Bon, c'est pas quelque chose qui me prend un temps de fou, dans ma vie de tous les jours, mais j'aime bien. Donc voilà. Après j'ai, d'autres trucs, mais bon, peu importe. Très bon choix sur le basket, très bon choix sur le basket. En tout cas, j'en ai fait aussi pendant très longtemps. Mais, euh, Ah. mais bon, j'ai arrêté parce qu'après, la taille a fait que, Ah oui. que voilà. Euh, Si tu avais un petit dernier message à passer aux gens qui nous regardent, sur n'importe quel sujet, si même si tu voulais remercier tout ce qui te passe par la tête. Alors remercier, oui, on le fera jamais assez, hein. Remercier tous ceux qui me suivent, sur YouTube, tous ceux qui me donnent un peu de la force, tous ceux qui commentent mes vidéos, tous ceux qui, ont été contents de me voir, performer au championnat de France 2026. Et puis ensuite, effectivement, un petit message, bon, pour finir, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, même si c'est pour des questions. N'hésitez pas, c'est quand même une communauté qui est, de plus en plus grande, mais qui n'est pas non plus, suffisamment grande pour que, les champions restent dans leur coin et les nouveaux restent dans leur coin. C'est vraiment super sympa en compétition. C'est Tous les champions sont vraiment très accessibles et donc n'hésitez surtout pas. Voilà, moi, si quelqu'un qui vient me voir en compète et qui me dit: «C'est ma première compétition», franchement, je vais prendre 5-10 minutes avec lui, je vais regarder un peu ce qu'il fait, et je vais essayer de, pourquoi pas, lui donner 2-3 conseils et cetera. Donc vraiment, cette communauté, elle est géniale, elle est très ouverte, donc n'hésitez pas à en profiter. Surtout, ne restez pas dans votre coin. Très important, très important. N'hésitez pas à vous lancer aussi, comme on avait évoqué dans les deux avec Julien. Ceux qui font pas de compétition et qui ont envie d'y aller, n'hésitez pas à y aller. Je pense que c'est important aussi pour progresser et Oui. pour faire des rencontres dans le cube. Bah, en fait, c'est important pour plein de raisons. Déjà, tu testes plein de cubes et tu découvres quel est ton style. Ensuite, tu te fais des amis. Ensuite, tu continues, à garder contact sur Discord, sur plein de trucs. Tu as des records officiels et donc dès que tu as un record officiel, tu as envie de le battre. Peu importe quel est ce record officiel d'ailleurs, peu importe que ton premier record officiel soit un bon temps ou un mauvais temps, pour toi. Une fois que tu en as un, tu as envie de le battre. Donc franchement, ouais, faire des compétitions, c'est exceptionnel et c'est très facile en fait d'engager une conversation avec quelqu'un. Simplement, vous trouvez quelqu'un, vous pensez que le feeling peut passer, vous avez le même âge par exemple, j'en sais rien. «Tiens, toi tu fais quoi comme temps?» «Ah ouais, OK, on fait les mêmes temps au 2 fois 2, bah viens, on fait battle». Ça part vraiment de rien, hein. Des grandes amitiés qui perdurent, ça part vraiment de rien, hein. C'est ça qui est cool dans le cube, c'est que c'est vraiment bonne entente et il n'y a pas de côté, on va dire, trop toxique. C'est ça qui Ouais, est c'est cool. ça. Et ben, en tout cas, merci Victor pour cet échange. Et franchement, c'était un plaisir, j'ai pas vu le temps passer. Et merci encore d'avoir accepté de venir. Je pense qu'on a Bah, pu merci à apprendre toi. pas mal de choses sur toi et ton parcours. Euh, je pense que certaines choses dont tu n'as pas évoquées sur ta chaîne. Et, euh, et ben, j'espère que les gens vont apprécier. Ouais, j'espère. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me dire en commentaire qui vous voulez voir pour un prochain épisode. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Face au Cube.